Le but était, la demande, c'était que je présente un petit peu, grosso modo, le paranormal face à la zététique, parce que c'était un peu la spécialité qu'on faisait à l'université. Mais le but, c'était de présenter assez rapidement ce qu'on faisait dans l'enseignement. Donc, comment les méthodes, comment on essayait de faire passer les méthodes au niveau des étudiants. Donc, je vais essayer de... je suis toujours dans le champ, là, ou quoi? C'est bon? Ok, bon. Donc je vais passer assez rapidement. Normalement, il y a toute une partie introductive, disons bien sûr à l'enseignement, avant où on fait un peu d'épistémo, tout ça, pour expliquer un peu dans quel cadre on se situe. Là, je vais juste faire un petit truc synthétique. Hein. Donc le principe, c'est de montrer un peu la boucle de raisonnement habituelle qu'on fait tout le temps dès qu'on fait une recherche sur un sujet, quel qu'il soit, dès qu'on fait une expérience en physique ou dans n'importe quel autre domaine, où il y a grosso modo trois situations, induction, déduction, rétroaction. Et le plus simple, c'est de modéliser en quelque sorte pour les étudiants, de montrer un petit peu quels sont les points principaux qui interviennent. Donc moi, je centrais toujours sur trois points principaux. Le premier point, c'est le point qui intervient, c'est ce qu'on appelle le critère expérimentaliste. Donc moi, je dis existence, donc on retient la lettre E, existence. C'est de bien vérifier, c'est la dent d'or de Fontenelle, pour aller vite. C'est-à-dire, avant de se lancer dans une théorie pour expliquer quelque chose, d'abord, on contrôle l'existence de cette chose. Donc, premier critère de l'existence. Deuxième critère, c'est le critère de la cohérence. Une cohérence interne et externe, c'est-à-dire il faut que les hypothèses qu'on émette pour essayer de faire notre boucle de raisonnement, il faut que ce soit compatible avec déjà les théories existantes. Ça peut remettre en question, mais il faut que ce soit compatible alors avec les autres données du domaine. Puis évidemment, il ne faut pas qu'il y ait une contradiction interne. Donc ça, c'est la lettre C, cohérence, donc existence, cohérence. Et le troisième point, c'est qu'il faut que ça serve à quelque chose, il faut que ce soit fructifère. Donc c'est le critère utilitaire. C'est bien beau de faire des discussions, mais c'est des discussions de salon, ce n'est pas des discussions de travail. Donc il faut qu'il y ait une possibilité de concevoir une manip, quand on parle en physique, mais ça peut être d'une autre manière, de manière à voir à ça. Et c'est ça qui va permettre de faire finalement un resserrement et donc de poser de nouvelles hypothèses. Et ces trois points, E, C, U, ça forme grosso modo le bouclier de défense auto-intellectuelle qui est basé sur ces trois points. Donc le but finalement de l'enseignement, c'est d'essayer de développer ces trois points. Bon, désolé, je fonce un peu, hein, mais je vais essayer de rentrer dans le délai. Alors, pour dire, on parle toujours de zététique, Piron, etc. Donc, nous, on a remis ça, disons, au goût du jour, en quelque sorte. Le vocable, il existe depuis l'Antiquité, mais la méthode, elle existe depuis bien avant. Hein. Moi, je suis un fan de Rahan, hein, je ne sais pas si vous connaissez. C'est le fils des âges farouches. Puis il lance son... Bon, je ne vais pas me lancer le couteau-là d'ivoire, donc il y a la fonction aléatoire qui désigne où il va, etc. Et chaque fois, il fait des petites expériences de physique, finalement. Hein. Il invente le savon, il invente quasiment la loupe en regardant... Bon, je ne rentre pas dans les détails. OK. Donc, le principe, c'est de comprendre que ce qui importe, c'est la méthode. Ce n'est pas tellement les résultats qu'on apprend. On a beau mettre des résultats, passer des années à user le fond de pantalon hein, sur le banc des facs, ça ne sert pas à grand-chose si on retient que des résultats. Donc l'important, c'est de retenir la méthode, de comprendre ce qu'est la méthode. Avec la même méthode, on peut obtenir plein de résultats. Tandis que si vous avez 10 résultats, vous connaissez que ce domaine et vous n'avez pas des possibilités de découvrir quelque chose à côté. Donc le point, c'est ça, c'est d'essayer d'expliquer une méthode et si possible de l'expliquer de manière, disons, facilement mémorisable. Je ne dis pas accessible ou quoi, parce que c'est vraiment simple et pour les étudiants, il n'y a aucun problème. Le but, c'est de leur faire retenir quelque chose. On ne va pas parler de métonymie, on va parler d'effet paillasson, par exemple. Sinon, métonymie, ça ne dira rien à personne dans les étudiants de maintenant. Donc, du coup, je parle de ceux qui sont en physique, hein, OK. Après, ceux qui sont en lettres, j'espère que non, bien sûr. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on essayait, parce que je suis à la retraite et malheureusement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'enseignement de zététique a été supprimé par l'Université Côte d'Azur, la nouvelle université qui s'est créée, qui a englobé l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Donc, voilà un petit peu le principe. Donc, mon but, ça a été de faire passer l'information la plus simple possible et qu'elle soit facilement mémorisable. Donc, j'ai séparé finalement les principes de recettes de cuisine, si on peut dire, hein, et en deux parties. C'est les facettes et les effets. Donc, les facettes, c'est ce dont il faut se rappeler, ce qu'il faut faire finalement. Alors que les effets, c'est grosso modo ce qu'on pourrait appeler les biais cognitifs, hein, quand on va parler côté psycho, etc. Donc, c'est ce qu'il faut détecter, ou ce qu'il faut essayer de détecter, parce que ce n'est pas évident que ça puisse se faire toujours. Bon, je ne vais pas vous les détailler, je vais juste prendre quelques autres exemples. Juste une, c'est celle-là, parce qu'on l'oublie assez souvent, l'erreur est humaine, la faillibilité permanente ne l'est pas. Alors, chaque fois qu'on dit ça, on dit faillibilité, et les gens, ils entendent souvent infaillibilité. Ah oui, on n'est pas infaillible, etc. Le pape, il n'est pas infaillible, sauf en question de dogme, enfin, ce genre de trucs. Non, mais là, je ne parle pas d'infaillibilité, je parle de faillibilité. C'est-à-dire personne n'a le pouvoir de se tromper tout le temps.
Donc, moralité, même une astrologue, une voyante, un truc comme ça, devra nécessairement, par moment, dire des choses justes. Parce que sinon, si elle se trompe tout le temps, elle a forcément un pouvoir. Parce qu'il suffirait de prendre l'inverse de ce qu'elle affirme, et puis on aurait toujours raison. D'accord ? Donc ça, c'est une facette qui est vraiment oubliée. Donc le but, c'est ça. Donc je vous laisse voir rapidement les autres, et puis hop, vous n'avez pas le temps, parce que c'est trop serré. Donc on passe à une facette, et je commence à documenter un petit peu les facettes pour vous montrer comment on les détaille. Enfin, comment, en tout cas, moi, j'avais conçu mes cours. Alors l'improbable peut être probable. C'est vrai que c'est un peu bizarre de le formuler comme ça, mais à mon avis, c'est vraiment juste. Par définition, quelque chose qui est improbable, comme son nom l'indique, c'est peu probable. Okay, mais ça, ce n'est vrai que si on annonce à l'avance quelle est cette chose qui est improbable, que si on la spécifie. Par contre, si on ne la spécifie pas, alors à ce moment-là, quelque chose d'improbable, un événement quelconque, à ce moment-là, il devient fortement probable de se produire, contrairement à l'adjectif qu'il porte. D'accord ? Donc c'est important de bien faire la différence entre ce qui est précisé à l'avance et ce qui ne l'est pas. Quand il y a une voyance ou un truc comme ça, si on laisse libre cours à la voyante, bon, je n'ai pas le temps de détailler. Nous, chaque fois qu'on a fait des expériences, par exemple avec Maud Christen, etc., ce qu'on met, on donne toutes les réponses à la voyante avant qu'elle commence. Elle a toutes les réponses possibles. On lui dit simplement, il n'y en a qu'une parmi les 10, mais elle les a toutes. Au moins, elle ne peut pas trouver des positions de repli. De dire, oui, c'est vrai, il y avait des fleurs, il avait une chemise à fleurs. Oui, c'est vrai, c'était peint en fleurs. Oui, c'est vrai, c'était rose par terre, etc. De manière à toujours montrer qu'elle a raison, qu'elle a trouvé quelque chose. D'accord ? Donc ça, c'est important de se baser là-dessus, de bien définir à l'avance. Alors, par exemple, des événements improbables, je vous en montre un ici. Oh là, vous n'allez pas voir grand-chose. Bon, ici, c'est Al Bop que j'ai photographié. Donc, on était en 97. Et puis, bon, c'était à l'époque de l'argentique et tout. Il faut se remettre dans le bain. Donc, c'était des poses longues. Ici, c'est une pose de 2 minutes 30. Et il se trouve que je lance l'appareil. Bon, évidemment, je n'ai pas fait qu'une photo. Hein. J'en ai fait des dizaines et des centaines. Hein, parce que, bon, c'est pas demain la veille que l'événement se renouvelle. Hein. Il faut attendre 4400 ans, grosso modo, quoi. Hein. Enfin, en l'an 4004, par contre, hein, pas 4000 ans à attendre. Et il se trouve que quand j'ai regardé les diapos, donc les hectachromes que j'avais fait, eh bien, on a la comète, on a la double queue, bon, que là, on ne voit pas, il y a trop de lumière. Mais par contre, on a un trajet d'avion, on voit que c'est un avion, hein, il y a tous les pulses ici, et qui est venu tangenter optiquement hein, à l'œil. C'est sûr que ce n'était pas sur la comète. Mais c'est quand même un hasard absolument incroyable. Mais sauf qu'on oublie de dire, c'est que peut-être au lieu d'un avion qui est venu pile sur la comète, il y aurait pu avoir un chat qui était monté sur le toit. Bon, là, on ne le voit pas. Ici, ça s'arrête ici parce qu'il y a un toit. Ici, il y aurait pu avoir un chat sur le toit et s'il était un peu là, hop, il me cachait la comète. Enfin, il y aurait pu avoir plein d'autres choses, d'accord, à laquelle je n'avais pas pensé et que je n'avais pas défini avant. Donc cet événement improbable, il n'empêche qu'il s'est réalisé plusieurs fois sur Terre. J'ai un lecteur d'un ouvrage que j'avais publié après qui a envoyé une photo qui est quasiment la même photo. Et alors c'est un événement improbable, mais vu le nombre de photos qu'il y a eu, bon je vais rester dans mon coin, vu le nombre de photos qu'il y a eu sur Terre avec oui, mais je préfère te dire comme ça parce que là j'ai un petit handicap. Qu'il y a sur Terre, la comète, elle ne va pas passer tout le temps, donc il y en a plein qui ont fait des photos, et si vous faites une photo, vous n'en faites pas une, vous en faites des dizaines. Donc des dizaines multipliées par des milliers, de centaines de milliers d'endroits sur la planète, et il y a pas mal d'avions qui se baladent, il y a eu des photos comme ça. Et je vous en montre une autre pour montrer un événement improbable. Ça, c'est vraiment assez surprenant. Même moi qui suis relativement habitué quand même, parce que je sors de chez moi, il y a 3 geckos alignés à la queue leu-leu, c'est quand même assez extraordinaire, je remarque, etc. Je sors de chez moi, il y a un halo solaire, mais de 80 degrés, que normalement on voit sur des latitudes vraiment hautes. Donc les événements un peu bizarres comme ça, en principe, j'essaie de les remarquer. Là, je donne une conférence, c'était en 2009, si je me rappelle bien, ou en août 2009, donc à l'Astrorama. L'Astrorama, c'est à côté d'Èze, pas très loin de Nice. Donc c'est un centre de vulgarisation de l'astronomie. Et ce qui est chouette, c'est qu'on fait des conférences. On est dehors, on est sur fond d'étoiles. Il y a un grand écran et derrière, on a toutes les étoiles. Donc je fais une conférence sur les extraterrestres dans l'Antiquité. Vous savez, les pyramides construites par les aliens, enfin tout ce genre de trucs, les archéomanes qui nous racontent ça. Et quand j'en suis à ma dernière diapo, donc j'ai parlé d'E.T., tout ça... Dernière diapo, donc c'était à peu près 22h45, et je lance ma dernière diapo que je vais vous lancer ici, c'est exactement celle-là que j'ai lancée. Je suis un fan de Star Wars, hein, donc... Et vraiment pile au moment où je mets cette diapo où il y avait E.T. sur l'écran, il y a un météore qui est passé.
mais à la seconde près, quoi. Un météore qui a tout illuminé. Je vous ai mis ici une petite photo, un film, une vidéo. Ça a été enregistré ici, c'est sur une route d'Italie en Sicile. C'est quand même un sacré bolide bien lumineux. Hein. Donc, il s'est désintégré au-dessus de la Méditerranée. Il a été visible dans plusieurs pays. Mais ce qui est incroyable, je vous garantis que les gars qui assistaient à la conférence, là, ils vont pas l'oublier, cette dernière diapo, quoi. Moi non plus, d'ailleurs. Hein. C'est vraiment phénoménal. Donc ça veut dire qu'il y en a pas mal d'événements comme ça, tout simplement parce qu'on oublie qu'un événement improbable non spécifié, il a de grosses probabilités, d'accord, une grande probabilité de se produire. Alors je vais faire mon don de voyance classique, je vais me concentrer un petit peu et je vais me dire que finalement, vous allez, avoir quelque chose de très particulier, d'improbable, dans quelques temps. Peut-être quelques heures, mais faites-le, vous verrez, surveiller. Peut-être que le téléphone sonne et vous dites « Ah, c'est Paul », et puis vous décrochez. Et effectivement, c'est Paul, il vous a appelé depuis 3 mois, et c'est lui, c'est incroyable, etc. Donc vous verrez, un événement improbable comme ça va vous arriver. Si c'est le cas, avec un truc vraiment style le météore, un truc un peu gag, hein, un truc qui ressort, je vous invite à nous informer sur Centre d'analyse. Parce que comme ça, on fait un recensement des événements improbables, mais qui se produisent quand même. D'accord ? Donc ça, c'était la facette sur l'improbabilité. Je vais prendre un peu d'eau, sinon je ne vais pas pouvoir continuer. Hop. Alors, le contexte est important, c'est une facette vraiment utile. Donc là, je vais prendre un petit exemple archéologique, parce que dans le cours, le but, c'était de prendre justement des domaines très variés. Oui, j'avais oublié. Très variés, de manière à ce qu'on touche un peu tous les domaines. C'est pas l'effet Barnum qui n'existe pas, contrairement à ce qu'il dit quelquefois en psycho, ça devrait s'appeler l'effet Forer. Mais Barnum, il avait quand même un principe, c'était pour le cirque Barnum. Donc le but, c'était de donner un peu des sujets pour chaque personne, pour chaque centre d'intérêt. Et c'est ça qu'il faut faire, à mon avis, dans un cours quand même, si on veut justement un petit peu retenir justement les spectateurs, peut-être pas que les étudiants, hein, je veux dire, c'est à voir. Donc le contexte est important. Mais quand on dit contexte, souvent on pense le contexte grosso modo littéraire. C'est-à-dire on a un texte et puis on va regarder l'environnement, on dit il ne faut pas tronquer la citation, etc. Mais il faut penser au contexte général, c'est-à-dire le contexte spatial et temporel. C'est-à-dire situer un événement dans le temps et dans l'espace. Donc on va prendre ici, on est donc au Mexique, donc à Palenque, dans le Yucatan. C'est un ancien site, un des plus beaux sites mayas. Ça, c'est le temple des inscriptions. Ça s'appelle le temple des inscriptions parce qu'il y a pas mal de glyphes maya ici. Alors en 52, la langue maya n'était pas déchiffrée, hein, et avec la numérotation qui était connue, le système calendaire, mais pas le langage. Et donc il y a Alberto Rosoulier, le docteur Alberto Rosoulier, qui était le directeur de fouilles. Il se rend compte qu'au niveau du pavement du temple, il y a des pierres qui peuvent s'enlever, il y a des trous, et il y a des pierres qui peuvent se soulever. Donc il dégage un petit peu le plancher en quelque sorte. Il s'aperçoit qu'il y a un escalier qui s'enfonce dans le cœur de la pyramide. Bon, je vous passe les détails. 4 campagnes de fouilles. Il s'enfonce au cœur de l'escalier et il arrive ici, il faut le déblayer. C'est méthode archéologique, hein, d'accord ? C'est à la brosse à dents, c'est pas au bulldozer, donc ça prend du temps. Donc ils descendent, ils arrivent ici donc en juin 52 et ils découvrent une crypte. Et une crypte absolument magnifique, c'est une révolution archéologique, hein, style le tombeau de Toutankhamon. C'est l'équivalent, parce que c'est la première fois que dans une pyramide maya, on trouve un tombeau. Et là, c'est vraiment un tombeau d'un roi vraiment riche. Pakal, c'est le roi. Pakal Ier, c'est le roi le plus important. C'est lui qui vraiment a fait tous les bâtiments principaux de Palenque. Et donc, il y a un sarcophage magnifique que vous voyez ici. Bon, là, on ne voit pas trop, mais il y a le sarcophage. Mais ce qui a attiré l'attention des archéomanes, c'est cette partie-là. C'est la dalle de couverture du sarcophage que je vous ai mise ici. Donc, pour vous donner une idée des dimensions, hein, 3,80 sur 2,20 sur 25 cm d'épaisseur, ça veut dire 6 ou 7 tonnes en moyenne. Hein. Donc, ça, c'est que la dalle de couverture. Hein. Je ne parle pas du sarcophage en lui-même qui est là. Bon, le squelette du roi à l'intérieur, mais peu importe. Donc, il y a des archéomanes qui se sont emparés de cette couverture et surtout de la gravure, de la sculpture qu'il y a dessus. Donc ils en ont fait quelque chose d'un petit peu particulier que je vais vous montrer ici.
Donc ça, là, c'est la reproduction du dessin pour qu'on le voit bien. Et ça, c'est un quotidien de la région niçoise de 1966. C'est ce qui a lancé dans le monde entier ce qu'on appelle maintenant, d'un drôle de nom, qui est le cosmonaute Maya. Tout simplement pourquoi? Parce que l'article a été repris en Italie. Ça a été repris par, vous voyez ici, Domenica del Corriere. Il y a le Corriere della Sera et puis il y a Domenica del Corriere, c'est l'hebdomadaire. À cette époque-là, il tirait à plus de 1 million 100 de mémoire pour cet exemplaire. Ils ont fait un cahier spécial qui résumait la situation en disant il y a une preuve archéologique qui montre que les extraterrestres... Ces images proviennent de fouilles archéologiques à travers le monde. Des civilisations disparues qui n'ont eu aucun contact entre elles. Et pourtant, le même pictogramme apparaît dans chacune. Bon, c'est de Ridley Scott, ça c'est quand même pas rien. Il est le tout premier astronaute manipulant sa fusée pour échapper à l'attraction terrestre. Nous soutenons depuis très longtemps que cette gravure représente le roi Pakal installé dans un vaisseau spatial. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a suffisamment de preuves sur cette dalle pour nous faire comprendre que, à cette époque, cet individu, ce personnage Pakal, ce roi Pakal, pouvait très concrètement manipuler un engin spatial. Oui, un engin spatial. Comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé de croire à ce que je dis. Ce qui est sûr, c'est que les preuves sont là. Bon, ça, j'ai consulté, c'est 2023, hein, c'est de maintenant. Donc, ça veut dire depuis une éternité, depuis plusieurs décennies, le cosmonaute Maya, donc lancé dans la région niçoise en 1966, il continue son périple. Et c'est ça qui est extraordinaire, surtout que la solution, on l'a dès le démarrage, dès l'époque. Hein. Donc, on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Et c'est la facette dont je vous parlais. Le contexte est important. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, on se déplace simplement. Là, j'ai enchaîné les diapos pour aller plus vite. Hein. On se déplace de 200 mètres, pas plus. On va à notre temple qui a été édifié par le même roi Pakal, le temple de la Croix, et je prends la sculpture, qui est ce qu'on appelle le dessin de fond d'autel, et je vais juste juxtaposer la sculpture du temple de la Croix avec la sculpture du soi-disant cosmonaute. Et là, franchement, il n'y a pas besoin d'être sorcier ou, je sais pas, expert maya pour se rendre compte qu'on a des motifs équivalents. Un œil, le deuxième, le nez et la bouche. C'est le masque du monstre de la Terre. Ça, ici, les fameuses flammes de la fusée, vous voyez, que le gars il avait mis en rouge, ce sont les racines du masque du monstre de la Terre qui s'enfoncent dans le sol. C'est le symbole de la mort. D'accord? Ce que j'ai cerclé ici en 3, alors ici c'est d'un côté, et là c'est inverse, la tête ici, la queue ici, c'est le quetzal, c'est l'oiseau soleil. Donc c'est l'oiseau, c'est un peu comme un perroquet, quoi. C'est pas vraiment un perroquet, mais bon, style. Et c'est l'oiseau dont les plumes servent à la parure du chef, parce qu'il a des couleurs magnifiques, il a les couleurs du soleil. D'accord? Donc c'est un symbole de vie. Donc symbole de vie, symbole de mort. Et le bout que j'ai cerclé ici, pour montrer que c'est le même ici, c'est soi-disant ici la fusée. Et là, ça s'est appelé la croix tout simplement, bon, parce que ça, c'est pas un symbole, mais ça a la forme de, donc temple de la croix. C'est tout simplement soit la plante sacrée, soit l'arbre sacré. Ça, c'est dur à décider vu le graphisme, mais c'est soit le maïs, d'accord, qui est la plante sacrée des Mayas, soit le saïba. Le saïba, c'est un fromager, et c'est grosso modo l'arbre qui domine un petit peu toute la canopée chez les Mayas, et donc c'est là l'arbre sacré. Donc ici, finalement, on a la solution de l'énigme, si tant est que c'était une énigme, hein. On a un symbole de mort, symbole de vie, et sur les deux, en plus dans cette position, qu'on ne retrouve pas trop à Palenque, mais on retrouve bien à Chichen Itza, on a exactement cette position. C'est l'autel pour sacrifier, parce que les Mayas, c'était très gentil, ils mettaient les gars sur l'autel, ils ouvraient, ils sortaient le cœur, ils jetaient le reste en bas. Tout était peint en rouge, donc ça ne tâchait pas. Hein. Les pyramides Mayas étaient teintées en rouge, mais pour du bon, hein, c'était peint en rouge. Donc là, finalement, on a la solution, ça s'explique très très bien. Le soi-disant cosmonaute Maya, c'est le roi Pakal, dans son identification, disons, personnification du peuple Maya, qui donne sa vie, en quelque sorte, pour que la germination soit bonne. C'est le credo Maya classique.
Et bon, c'est identifié depuis Albert Rosoulier, donc qui est le directeur des fouilles. Hein. Je lui avais demandé des renseignements. Donc il m'a écrit, donc là on était en janvier 75, et il définissait déjà le chef Maya, donc mort en 694, la date actuelle avec plein d'autres moyens de datation, hein, précis, c'est 683. Donc vous voyez, on est toujours fait en 7e et tout, c'était déjà vraiment précis. Et il me donnait même son nom calendérique. Hein. Donc il arrivait à déchiffrer déjà les glyphes, mais les glyphes nominatifs, comme les cartouches égyptiennes. Ouf, c'est vrai ? 5 minutes. Bon, alors là, il faut faire un exploit incroyable. L'alternative est féconde. Bon, je passe. Alors, l'alternative est féconde. Eh bien, on va regarder la roue d'Egeli. Je ne pensais pas avoir fait si long, désolé. Hop, donc je passe. La roue d'Egeli, c'est quelque chose qui est censé vous permettre de mesurer votre énergie vitale. C'est-à-dire, c'est un gentil petit gadget, vendu quand même 270 €, consulté en 2023. Hein. C'est pas donné. Alors, de temps en temps, il y a des promotions. Ils vous baissent de 20 €, un truc comme ça. Bon, le truc, c'est que si vous mettez votre main, là, vous voyez, j'ai mis ma main à côté, et même une main handicapée, ça marche. Hein, et hop, vous voyez la roue qui se met à tourner, mais vraiment très vite. Et la revendication, c'est ça mesure votre énergie vitale. C'est-à-dire, si ça tourne très vite, c'est bon, c'est un étudiant, vous pouvez aller à l'examen. Sinon, il faut rester couché sous la couette, il y a des problèmes, etc. Et vous pouvez mettre des bips et tout, et ça vous donne un petit peu votre énergie vitale. C'est censé mesurer. Le gars, je suis passé un peu vite, il était ingénieur à l'Institut de physique en Hongrie, mais ce que les gens oublient de dire, c'est qu'il s'est fait remercier. Il a été viré en 1991, justement, parce qu'il faisait le commerce de ce genre de choses. Alors, au lieu de faire 270 €, et comme il reste que 4 minutes, je suppose, maintenant, donc on va peut-être s'arrêter là. C'est dommage parce qu'il y avait plein d'autres petits trucs derrière, mais je vais vous montrer que c'est pas la peine de dépenser 270 €. On peut faire beaucoup moins cher. Vous prenez un petit bouchon, d'accord, et vous prenez une aiguille. Alors attention, il y a un point dangereux dans cette expérience. C'est qu'il faut planter l'aiguille dans le bouchon. Ah, vous rigolez, mais j'ai pas tout dit. Il faut planter l'aiguille à l'envers dans le bouchon. C'est-à-dire avec la pointe vers le haut. Hein. Donc si vous n'avez pas une petite pince ou un truc comme ça, ça risque d'être moins amusant. Donc vous faites ça. Ensuite, vous prenez un petit bout de papier, style papier toilette, mais c'est pas très bon, plutôt style papier cigarette, c'est l'idéal. Vous voyez, vous prenez un bout de papier cigarette et vous le coupez, vous faites grosso modo à la louche hein, un carré, et puis vous pliez pour faire les deux diagonales, pour marquer grosso modo le centre de gravité, le milieu, quoi. D'accord, si le papier est à peu près homogène. Donc finalement, vous avez fait un petit chapeau que vous allez pouvoir placer maintenant sur votre aiguille. Vous placez délicatement, il ne faut pas le planter dessus. Hein. Vous posez le papier cigarette plié, comme ceci, et à ce moment-là, vous allez vous concentrer un petit peu. J'ai juste filmé avec mon téléphone. Hein. J'approche ma main. Eh oui. C'est mon énergie vitale, hein. Donc vous voyez, pas la peine d'acheter une roue Egeli à 270 €. Vous pouvez mesurer votre énergie vitale, c'est-à-dire si vous faites un courant d'air avec la main, parce qu'évidemment la paume de la main n'est pas à la même température, donc on a un petit courant ascendant qui se fait. Si vous mettez la main droite, ça tourne dans un sens. Si vous mettez la main gauche, ça tourne dans l'autre. C'est assez sympa. Et si vous enlevez la main, ben ça s'arrête, parce que le mini courant d'air s'arrête. Il y a plein de petits trucs qu'on peut faire simplement basés sur ça, hein, sur des variations de température vraiment minimales. Ça marche très bien. On peut déplacer un flotteur sur l'eau, on peut y faire des tours, une dizaine, une vingtaine, etc. C'est assez sympa. Bon, c'était juste pour vous montrer ça. Je ne sais pas combien de minutes, 3 minutes. 3 minutes, l'effet cigogne très rapidement pour retenir. C'est un effet, donc on n'est plus dans les facettes. Pourquoi on appelle ça l'effet cigogne? On le verra après. C'est la confusion entre corrélation et causalité. Je vous en montre deux juste pour s'amuser, des corrélations qui sont des vraies corrélations, mais quand même on peut douter que ce soit une causalité. Hein. Donc la première, c'est le fait que le nombre de millions, si on peut dire, de dollars dépensés pour la science, l'espace et la technologie, eh bien c'est corrélé à plus de 99% avec le nombre de suicides par pendaison, strangulation ou suffocation. Et vous voyez, la corrélation, elle est quand même balèze. Hein. Mais celle que je préfère, c'est celle-là, elle est magnifique. C'est le taux de divorce dans l'état du Maine corrélé à la consommation de margarine par tête d'habitant. Sympa aussi. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'il faut faire attention à corrélation-causalité. Mais de temps en temps, et en ce moment, il y a une lune un peu particulière. Je ne sais pas si vous êtes au courant. La lune, en ce moment, elle s'appelle lune rousse. Tout le monde était au courant ? Ah, dommage, parce que la lune rousse, elle est particulière. C'est la lunaison qui vient après Pâques, hein, d'accord. Donc, la lunaison, c'est une durée de presque une trentaine de jours, entre 29 et demi, j'ai mis ici. Donc, ici, on va du 20 avril au 19 mai. La lune rousse, elle s'appelle rousse, non pas parce qu'elle est rousse, hein, elle a toujours la couleur habituelle, il n'y a aucun problème, d'accord. Simplement, elle s'appelle lune rousse parce qu'elle aurait la capacité de faire roussir les plantes.
Donc la revendication, c'est que le pouvoir de la lumière de la Lune pourrait faire geler les plantes et donc les rendre rousses. Okay, c'est pour ça que ça s'appelle lune rousse, c'est un pouvoir qui lui est attribué. Or, si on réfléchit un petit peu, eh bien, on regarde quelques cas météo. Alors là, j'ai dessiné 2 cas météo extrêmes. Premier cas, il n'y a rien, c'est parfait, aucun nuage. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez le rayonnement thermique qu'il va y avoir pendant la nuit. Le rayonnement thermique va faire que la température des végétaux va pouvoir s'abaisser. Ça peut devenir inférieur à la température ambiante. C'est ça le rayonnement thermique, il est indépendant de l'environnement. Et dans un cas comme ça, eh bien, la température pourra devenir négative. Je ne sais pas si vous le voyez, je l'avais mis ici. Alors que si vous avez une couverture nuageuse, bien, entre les deux, vous avez un effet de serre. L'effet de serre, c'est vous prenez une voiture, vous fermez les vitres, vous la laissez au soleil, vous revenez une demi-heure après, vous avez compris ce que c'est l'effet de serre. Là, c'est la même chose qui se passe. Ça veut dire que la température, ici, ne peut pas s'abaisser suffisamment pour que ça gèle. Donc, pas de roussissement des plantes, roussissement possible. Quelle est la différence? Ici, on voit la Lune, ici, on ne la voit pas. Donc, la Lune, c'est juste un indicateur météo. Donc, c'est une vraie corrélation, mais ce n'est pas une causalité. Donc, la lumière de la Lune, elle n'y est pour rien. Hop. Pourquoi ça s'appelle l'effet cigogne? C'est évidemment pour que les étudiants le retiennent et pour que vous le reteniez aussi. Et on va regarder un petit exemple. Si on fait une enquête en Alsace, d'accord, et vous allez dans différentes localités, vous demandez le nombre d'habitants que vous allez porter ici sur cet axe, et puis vous vous baladez, vous comptez le nombre de cigognes que vous voyez, et vous le portez ici sur l'axe des X. Et vous obtenez quelque chose comme ceci. Ça représente chaque fois un village, une ville, etc. Et vous avez une corrélation, c'est une corrélation certaine, positive, on peut prendre une droite moyenne et tout. Donc ça veut dire que manifestement, on a un lien. Alors donc le nombre d'habitants des agglomérations augmente proportionnellement au nombre de cigognes présentes. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude expérimentale, c'est une corrélation. Le problème, c'est est-ce que de ça, on a le droit d'induire ce que je vous marque maintenant, quoi. Bon, je suis désolé, il y avait d'autres diapos, mais on m'indique le signal fin, donc